Bonjour, aujourd'hui on parle d'Arista Network qui a publié des résultats exceptionnels. Pour rappel, Arista Network, c'est une boîte qui intervient dans l'infrastructure réseau des data centers. Au niveau du chiffre d'affaires, on a un revenu qui augmente de 37,7% par rapport à l'année dernière et qui dépasse pour la première fois en un trimestre les 3 milliards de dollars. On a un net income à la fin qui augmente de 39,3% par rapport à l'année dernière, donc on gagne 2 points par rapport au CA, donc on a une amélioration des marges. Et les EPS juste ici, 39,7% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un tout petit peu de rachat d'actions, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, voilà, les EPS augmentent un peu plus vite que le net income. On a une boîte qui est dans un super bon momentum et qui bénéficie énormément de tous les investissements qui peuvent être faits dans l'IA. On peut voir qu'entre 2023 et 2026 à l'heure actuelle, on a un revenu qui croît de 29% par an. Voilà, donc on est dans un cycle d'investissement vraiment très fort. De toute façon, on le voit avec, les dépenses des Max 7 qui sont faites dans les CAPEX, notamment, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta. Il semblerait que c'est encore parti pour, que ça fasse pareil en 2027-2028 parce qu'en 2026, ils guident une croissance du chiffre d'affaires de 40%. Donc on voit qu'on a une tendance qui s'accélère depuis le début du cycle et on le voit aussi avec le revenu différé qui sont en fait des, contrats qui sont pas encore, considérés comme du chiffre d'affaires et pour lequel Arista a principalement déjà reçu l'argent, mais qu'elle n'a pas encore délivré le service et le produit. Et donc en 2025, ce revenu différé, ce qu'on peut qualifier un petit peu de backlog, le carnet de commandes que va avoir, Arista, représentait 29% du chiffre d'affaires total et on voit qu'on a une très forte hausse. On s'attend également à avoir une très grosse hausse en 2026 au vu de la guidance qu'ils ont fait et on constate aussi avec ce graphique que, c'est une boîte qui forcément va être cyclique et qui dépend des cycles d'investissement, soit qui étaient faits, dans le cloud, là, dans les années 2013-2017 ou à l'heure actuelle, les très, très gros investissements, ils sont faits au niveau des infrastructures IA. D'ailleurs, si on va voir un petit peu au bilan de l'entreprise, vous voyez ici la ligne des de revenus, il y en a 2, il y en a une juste ici et juste là et si on additionne les 2, on est à 6,8 milliards à peu près de revenus qui donne à Arista une, certaine assurance au niveau de son chiffre d'affaires à court moyen terme parce qu'il me semble que, cette ligne-là, on est sur du, 1 an et là, on est sur du plus 1 an. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à commenter, pensez à liker et surtout pensez à vous abonner. On doit être actuellement 35 abonnés, donc ça serait bien qu'à la prochaine vidéo, on soit 40. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Si on regarde rapidement les marges aussi, donc notamment au niveau de l'operating income, donc revenu opérationnel. Donc on a un revenu opérationnel qui augmente de 40,7% par rapport à l'année dernière et donc le chiffre d'affaires était à 37,7%, ce qui fait qu'on a une, marge opérationnelle qui s'améliore juste là, qui gagne, 1,1 ouais, à peine, par rapport à l'année dernière, qui nous donne une belle marge quand même de 50%. Par contre, là où la marge s'est contractée, c'est au niveau de la marge brute qui est passée de 65,6% à 63,4%. Et si on a une marge brute comme ça qui, baisse, qui se contracte, c'est forcément que, le coût des composants qui permettent de fabriquer le produit, ont eux augmenté. Donc tout ce qui est silicium, mémoire, vous savez que en ce moment les prix explosent. Donc forcément les boîtes qui font du hardware sont impactées. Et c'est pour ça que juste ici on a le purchase commitment, qui, en gros, c'est les engagements d'Arista Network à acheter, les composants justement, mémoire, silicium et cetera, qui s'élèvent à 9,7 milliards de dollars sur ce trimestre Q2 2026. Voilà, donc ils nous expliquent juste ici qu'ils ont fait des partenariats avec certains fournisseurs clés afin de sécuriser justement leur approvisionnement au vu de la demande qui augmente fortement. On l'a vu notamment avec le chiffre d'affaires et le défer de revenus qui augmentent de façon très forte. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu à l'operating cash flow, on peut voir qu'ils ont fait 1 milliard à peu près ce trimestre, alors qu'on était 1,2 milliard le trimestre dernier en 2025. Et juste ici sur la gauche, il vous explique pourquoi on a un cash flow opérationnel qui était plus élevé au Q2 2025. Et bah c'est tout simplement, encore une fois, à cause d'un revenu différé lié à un gros contrat qu'ils avaient eu avec un de leurs clients. Donc sur cette période-là, ils avaient reçu pas mal d'argent
D'ailleurs, je peux aller voir sur Fiscal AI. Vous avez ce trimestre-là, juin 2026, on est à 667 millions de revenus différés, alors qu'en juin 2025, on était à 844 millions. Donc effectivement, des revenus différés sur cette période-là qui étaient plus importants. Et après, on peut aussi aller checker dans le cash flow statement. Là, on est sur les 6 premiers mois de l'année. Donc bah, Q1 plus Q2. Et si on regarde le Q1 plus Q2, on a un revenu différé par contre qui lui est plus important cette année 2026 que 2025, même s'il y avait eu les 800 millions, tout simplement parce que là il y avait que 300, à peine 300 millions au premier trimestre, alors que là au premier trimestre on avait aussi un gros revenu différé de 826 millions. Et pour rester dans le cash flow statement, on n'a pas grand chose d'autre à dire. On a une boîte qui est asset light, hein, qui a besoin de très peu de capex pour tourner. Et au niveau de l'allocation de capital, il n'y a pas eu de rachat d'actions ce trimestre. On avait eu presque pour 1 milliard le trimestre dernier, enfin Q2 2025. Mais Q2 2025, je me demande si la valo était, je crois, encore intéressante. En tout cas, ça doit de mars jusqu'à juin. Ouais, il me semble que la valo était intéressante et je me demande si c'est pas là où j'ai commencé à bien rentrer sur la position. Alors que là, Q2 2026, ça sert à rien, on doit être à 45 fois le free cash flow, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très élevé. Et on a probablement une boîte aussi qui veut garder un maximum de trésorerie pour faire face justement aux pénuries de composants mémoire, silicium, etc. On a vu qu'il y avait des engagements d'achat pour 9 milliards. Donc justement, je pense qu'on a une boîte qui préfère garder sa trésorerie pour potentiellement faire face à la demande croissante et pouvoir acheter les composants comme elle s'est engagée à le faire, quoi. D'ailleurs, petit rappel, vous avez mon offre de coaching en description. Si vous souhaitez structurer un peu votre stratégie d'investissement en bourse, que vous soyez débutant ou même un petit peu plus avancé, il n'y a pas de problème. Vous avez mon lien en description si vous souhaitez réserver un appel, c'est totalement gratuit. Comme ça, on discute ensemble, on voit ce qu'on peut faire. Et si la proposition que je vous fais vous intéresse, bah, écoutez, on continue de travailler ensemble et voilà quoi, il n'y a pas de problème. Et juste ici, on a quelque chose que je trouve intéressant à mentionner dans le transcript, c'est notamment l'utilisation des solutions ouvertes comme l'Ethernet plutôt que des solutions fermées propriétaires comme du InfiniBand de NVIDIA ou encore du NVLink. Donc pour moi, on a là une des forces d'Arista Network, justement l'utilisation de cette technologie ouverte, parce que comme c'est dit juste ici dans la ligne qui est surlignée en jaune, ben, NVIDIA va proposer une solution totalement propriétaire, donc c'est très bien, ça fonctionne très bien, mais non modifiable pour le client, ce qui fait que le client se retrouve prisonnier en fait de cet écosystème. Ce qui fait qu'il va utiliser les GPU d'NVIDIA, mais que du coup il est obligé d'utiliser l'infrastructure réseau d'NVIDIA également. Alors qu'à travers l'infrastructure réseau d'Arista Network et l'Ethernet, on a quelque chose qui est beaucoup plus personnalisable pour le client, comme je le disais. C'est-à-dire que là, on n'est plus obligatoirement obligé d'utiliser des GPU NVIDIA et on peut utiliser notamment, ça peut être les puces de Amazon, les puces de Google, les TPU, il le dit juste ici. Ce qui va inciter justement ces géants-là à choisir Arista Network plutôt que NVIDIA pour l'infrastructure réseau. Et cette technologie justement de l'Ethernet ouverte est beaucoup plus performante en scale-out et scale-across. Donc pour faire simple, vous avez le scale-up qui est de la connexion intra-serveur. Donc le but c'est de connecter les processeurs au sein d'un même rack, d'un même serveur. Vous avez le scale-out, c'est la connexion inter-serveur. Donc là, on n'est plus au sein d'un même serveur, mais on est au sein d'un data center et le but va être de connecter plusieurs serveurs entre eux au sein d'un même data center. Et le scale across, ça va être de la connexion inter-data center. Donc là, ça peut être des data centers qui vont être situés à des dizaines, voire centaines de kilomètres les uns des autres et qui ont besoin d'être liés entre eux. Et là, c'est la technologie Ethernet du coup qui devient la plus intéressante. Voilà, donc je vulgarise un petit peu les termes, donc n'hésitez pas à me reprendre, à me corriger en commentaire si vous avez plus de détails ou si vous êtes beaucoup plus expert que moi là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pour moi, ce sont les deux avantages de l'Ethernet, faire quelque chose de personnalisé pour le client, parce que les géants comme Microsoft, Meta, Google, Amazon, qui eux ont ou vont probablement avoir leur propre puce, ils veulent pas d'un écosystème fermé comme Nvidia.
et la dominance de cette technologie dans le scale across, qui permet de connecter plusieurs data centers qui sont, éloignés de dizaines ou centaines de kilomètres. Et justement ça c'est important parce que si ces, data centers sont éloignés de centaines et dizaines, de kilomètres, c'est pas pour le plaisir, c'est justement pour éviter de tirer trop d'énergie, trop d'électricité à un seul et même endroit. Donc au lieu de faire un énorme pôle qui va tout tirer, on va faire plusieurs pôles, régionaux qui vont tirer, à leur endroit respectif, qui permet justement comme ça de ventiler géographiquement les points, qui vont demander, énormément d'énergie. Et autre point rapidement avant de terminer, c'est, la concentration client qu'il y a pour Arista Networks. Parce que depuis plusieurs années, on a 2 gros clients qui font plus de 10 chacun du chiffre d'affaires, donc 20 au total, sont Microsoft et Meta. Et juste là, la CEO qui nous explique que peut-être qu'à l'avenir, il y aura, probablement un ou 2 clients qui vont, eux aussi représenter 10 chacun du chiffre d'affaires. Donc on reste tout de même concentré au niveau des clients, mais si on passe de 2 à 4, c'est déjà beaucoup mieux que, ça l'était initialement. Et très rapidement, on finit sur la valorisation. Donc on voit qu'on est à 45 voire 46 de prix sur free cash flow. Donc ce qui est pour moi trop élevé, hein, à 45. Là, on a une médiane à 39,44, mais on avait eu un gros pic juste ici en 2023 à 120. Sinon, vous voyez qu'on a déjà été à 16, 15, 18. En 2025, juste là, c'est à peu près au moment où je suis rentré pendant la baisse. On est descendu jusqu'à 22, 23. Donc pour moi, la 45,8, je n'en rachèterai pas. C'est trop cher, surtout par rapport au prix auquel je l'ai eu. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez du Arista Network et si vous en avez racheté, si vous avez vendu aussi peut-être, étant donné la hausse qu'il y a eu et la valorisation élevée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!